Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. J'ai profité cet été de mon séjour à Road America au Wisconsin pour rencontrer mon ami Michael Grelier, pilote professionnel de course automobile. Après une 3e place satisfaisante durant l'épreuve du week-end, nous discutons de la carrière de Michael et de ses objectifs futurs. Évidemment, compte tenu qu'il s'agit d'un balado sur la santé, nous discutons de la préparation physique et mentale avant une course et des enjeux spécifiques liés aux épreuves d'endurance. Alimentation, hydratation, fatigue. Un entretien captivant avec un pilote reconnu pour son grand talent. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Michael, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va bien, toi? Alors, étant l'hôte du balado La santé au-delà des mots, je ne recule devant rien. On est au Wisconsin après ta course cet après-midi. Es-tu satisfait? Oui, c'était une belle course, 3e position. C'est sûr qu'on aurait aimé se battre pour la victoire, mais les 2 premiers étaient un peu trop vite en fin de semaine. Mais ça a été une belle course. Puis, en discutant avec toi, j'apprends des choses qu'on ne voit pas à la télé ou qu'on ne comprend pas, ne serait-ce que la gestion de l'essence. Tu me disais que tu avais terminé la course avec moins d'1 litre dans le réservoir. Oui, c'est un peu des courses particulières aux États-Unis, mais on peut faire des stratégies. En fait, c'est dans la façon qu'on pilote pour sauver de l'essence, pour faire des relais plus longs. OK. Puis c'était un peu la stratégie qu'on a faite aujourd'hui, mais on a fini juste. Ça a fini serré. Ça a fini serré. Et la personne que tu as passée vers la fin, elle, a manqué d'essence. Oui, exactement. Ben, eux étaient sur une stratégie de 3 arrêts. OK. Puis il y avait comme parié qu'elle allait avoir une auto de sécurité. Puis dans ce temps-là, on consomme beaucoup moins d'essence, mais OK. il n'y en a pas eu. Fait que ça a été bon pour nous autres. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Je voulais parler, puisqu'il y a toujours un peu de santé dans mes balados, sinon on aura un autre titre, donc la préparation physique, la santé d'un pilote de course. Mais avant ça, je te connais depuis plus de 10 ans maintenant. Puis je me dis, on va en profiter, peut-être faire un petit bilan des 10 dernières années. Donc, on fête nos 10 ans. Si tu résumais un peu tes 10 dernières années pour les gens qui te connaissent moins là, à partir de 2011-2012, quand tu visais peut-être plus la Formule Indy. Ouais. Ben, évidemment, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé la course très jeune, mais dans justement 2010 à 2014, je visais une place en Formule Indy aux États-Unis, qui est comme un peu la Formule 1 américaine. Malheureusement, pour monter en course automobile, ça prend beaucoup de budget. Puis j'avais des bons partenaires, mais j'ai été à court de budget pour ces championnats-là. Donc, c'est pour ça que en 2016, j'ai comme fait le saut dans les courses GT comme je fais présentement. Mm-hmm. Je suis un peu reparti de zéro parce que je suis reparti dans les séries juniors, mais finalement, ça a débloqué vite. Là. Assez rapidement, quand même. Assez rapidement, ouais. Quand tu dis repartir de zéro, c'est au point de vue des commanditaires ou pas au point de vue de la technique de course? Ou... un peu des deux. Okay. J'ai trouvé des nouveaux partenaires qui sont embarqués. Il y avait les partenaires qui étaient là depuis longtemps qui ont continué. Mais c'était vraiment au niveau pilotage, piloter une GT, une voiture, on appelle ça Gran Turismo, versus une monoplace. C'est un style de pilotage différent. C'est des types de courses différentes aussi. Comme maintenant, je fais des courses d'endurance, des 24 heures, 12 heures ou des courses plus courtes comme en fin de semaine de 2h40, là, mais ce qui n'était pas le cas en monoplace. Puis évidemment, dans les courses d'endurance, on a des coéquipiers aussi, fait qu'on partage l'auto avec. On ne peut pas faire évidemment 24 heures seul. C'est des courses différentes, mais que j'ai beaucoup de plaisir.
Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Ça devient un peu un travail d'équipe alors que la course automobile, de ce que j'en vois depuis 10 ans, c'est un sport solitaire pas mal. Donc, Oui, c'est un travail d'équipe, surtout sur les ajustements de la voiture, stratégie. C'est sûr qu'un coup qu'on est seul, quand on est parti dans l'auto, on reste quand même seul. Il y a l'équipe derrière quand même là, pour les stratégies, mais au début, je trouvais ça un peu bizarre. J'ai eu de la misère peut-être à m'adapter, mais maintenant, je me rappelle plus c'est quoi de rouler en ma place. Oui? Okay. Dis-moi, ta plus grande fierté des 10 dernières années? Probablement d'avoir arrivé à devenir pilote professionnel. Là. C'était un peu ça mon objectif. Quand on s'est rencontrés aussi, j'étais comme dans le début de l'ascension. De ça. Puis ça prend un peu de tout en course automobile. Ça prend les budgets pour se rendre là, ça prend les résultats, ça prend un petit peu de chance, ça prend un peu ça prend du talent aussi. Ouais, ça en prend un petit peu, mais il y a beaucoup de choses qui doivent s'aligner, puis ça l'a fait finalement depuis quelques années. Un jeune garçon ou un jeune adolescent qui viendrait te voir aujourd'hui, un Québécois, qui dirait « Michael, moi je veux faire de la course automobile. Là. » Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Où commencer? Quoi faire? Toujours le karting un peu qui est le... Oui, je pense qu'évidemment, les pilotes les plus complets ont tous commencé en karting, là, que ce soit les pilotes de Formule 1, Indy ou dans l'endurance. Idéalement, c'est de commencer comme dans tout, le plus jeune possible. Moi, j'avais commencé à 5 ans. Évidemment, c'était peut-être jeune un petit peu, là, mais ma première course, j'avais faite à 7 ans. Je pense que déjà, dans ces âges-là, on peut faire les premières courses. Puis, évidemment, ça dépend tout le temps un peu qu'est-ce qu'on veut faire. Là. Ça peut être un sport frustrant. Il y a beaucoup d'embûches, mais c'est de ne pas lâcher. Puis, moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai réussi. C'est parce qu'on n'a jamais lâché. C'était ma passion. Puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Fait que, même qu'il y a eu des moments difficiles, on n'a jamais arrêté d'y croire, mais c'est évidemment, c'est pas un sport évident. Si les voitures que tu pilotes actuellement, donc quand on parle dans la série GT, là, pour les gens qui connaissent moins ça, c'est basé finalement sur des voitures commerciales vendues par les fabricants. Dans le fond, moi, je suis avec Mercedes, donc notre voiture Mercedes, c'est construit par la division course de Mercedes, mais c'est basé sur la Mercedes GT-R qui se vend depuis quelques années, puis la Black Series qu'ils ont appelé la GT-R Black Series. Mm-hmm. Évidemment, c'est des voitures silhouettes un peu, là. C'est des voitures vraiment juste faites pour la course. Évidemment, il y a une cage dedans, l'électronique, tout est différent, mais il faut que ça soit basé sur une voiture de route du manufacturier. Il ne pourrait pas construire, mettons, un prototype pour faire cette série-là. As-tu en tête un peu les spécifications de la voiture précisément, ne serait-ce que l'accélération, vitesse de pointe, tout ça? Vitesse de pointe sur certains circuits, c'est aux alentours de 290 km. Nous autres, c'est un V8 qu'on a dans la voiture atmosphérique. Sur la puissance moteur, on est comme limité parce qu'on se bat contre plusieurs manufacturiers, fait qu'ils nous limitent tout le temps. Nous autres, on pourrait rouler avec quasiment... là, on a à peu près 520 forces, mais on pourrait rouler jusqu'à plus ou moins quasiment 700 dans ce moteur-là. Okay. Ils n'ont pas le choix d'équilibrer tout le monde, sinon il n'y aurait pratiquement pas de course. Il n'y aurait pas de course, il n'y aurait pas de compétition. Parce que dans notre catégorie à nous, ce qui est spécial versus, mettons, la Formule 1, que le livre des règlements va dire qu'il faut que ce soit un V6 de 1,5 litres qui avec tel système hybride. Fait que ça fait que tout le monde est quand même proche. Et nous autres, c'est vraiment ouvert. Les équipes utilisent, les manufacturiers utilisent un moteur qu'ils veulent dans leur gamme de moteurs qu'ils ont, mais après, ils n'ont pas le choix d'équilibrer tout le monde. OK.
Ça peut être compliqué un peu à comprendre au début. Là, non, mais... en fait, même j'en apprends à chaque fois que je te parle. Là. Donc, mais comment peuvent-ils limiter la puissance du moteur? Comme nous autres, sur un moteur atmosphérique, c'est aux entrées d'air du moteur, Okay. c'est un restricteur. Donc, c'est la grosseur on l'appelle pas du tuyau, là, mais de l'entrée d'air. L'entrée d'air. Puis, mais quand ils vont nous donner plus gros, moins gros, ça va varier de 1 mm de plus ou de moins. C'est pas beaucoup, mais ça fait quand même une bonne différence. Puis est-ce que c'est l'objet de négociations, ça, à chaque fin de semaine de course ou avec les dirigeants de la série? Normalement, ils font ça par week-end de course. Comme là, on avait le même depuis 2 courses. J'imagine que ça va changer pour nous pour la prochaine course, puisqu'il nous manque clairement de vitesse de pointe versus d'autres manufacturiers. C'est sûr que c'est pas évident à gérer pour eux autres parce qu'on a fait beaucoup de circuits différents. Par exemple, une voiture turbo qui va faire froid va gagner plus en performance que nous parce que le turbo avec l'air froid, ça pousse beaucoup plus. Donc, c'est un casse-tête pour eux un peu, mais ça va quand même bien. Dis-moi, ton idole de jeunesse, c'était qui? Moi, c'était Michael Schumacher, le pilote de Formule 1. J'ai commencé à écouter la F1 en 99 ou en 2000. 99, probablement. Mon premier Grand Prix que j'étais allé voir à Montréal, je pense. Puis, ça a toujours été lui que j'ai suivi. Ça, c'était après que Jacques Villeneuve ait gagné le championnat. Moi, je ne me rappelle pas, justement. Jacques, c'est en 97 qu'il avait gagné. C'est ça. C'est juste après. Là, il venait de switcher BR. BR, British American Racing. Mais tu dois être au courant du coup de volant de Michael Schumacher sur Jacques Villeneuve. OK. Puis ça teintait pas l'image que tu avais de Schumacher? Ou... Peut-être un petit peu, mais je pense que dans toute carrière de pilote, il nous arrive tout le temps des choses peut-être qu'on est moins fiers. Évidemment, ça a fait une grosse polémique, je pense, de ce que j'ai vu. J'ai écouté beaucoup de documentaires là-dessus. Mais si on le regarde vraiment de la caméra embarquée de la voiture de Schumacher, je ne sais pas si c'était 100% intentionnel, mais ouais. C'est sûr que nous, on le voit aussi pour avoir fait des petites choses comme ça. Des petites choses comme ça. Ouais. Ton plus grand rêve pour les prochaines années, ce serait quoi? C'est vraiment de continuer dans ce que je fais présentement en endurance puis essayer de gagner les grosses courses, là, que ce soit 24 heures de Daytona qu'on a failli, on l'a un peu échappé cette année, 24 heures de Spa en Belgique, d'ailleurs que tu es déjà venu voir. Nürburgring, toutes les grosses courses d'endurance, là, c'est pas mal mon objectif avec Mercedes. OK. Puis tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, là, j'ai 30 ans, probablement que dans 10 ans, dans le meilleur des cas, ça va être la fin. Mais, OK. Parce qu'on peut piloter longtemps en GT. En endurance, les pilotes se rendent dans le coin de 40, là, si on reste un petit peu plus. Fait que moi, j'aimerais ça en faire au moins encore 10 ans. Dis-moi, la psychologie d'un pilote comme toi, as-tu l'impression? C'est Steve McQueen qui était un grand pilote quand même, mais qui avait dit déjà que la vie, c'était juste d'attendre pour lui. Il était toujours en train d'attendre. Puis que la vraie vie, c'était la course. Là. Donc, es-tu dans cet état d'esprit-là, toi, que entre 2 courses, là, c'est comme juste un peu plate, là, puis faut... c'est sûr qu'entre 2 courses, on a comme notre petite routine d'essayer de bien dormir, de s'entraîner. Évidemment, il faut être en forme, mais quand j'ai comme plus qu'un week-end là, chez nous à rien faire, à pas avoir de course, j'ai hâte que ça recommence. Des fois, ça arrive qu'on a 3-4 courses d'affilée dans des pays différents, fait que ça devient quand même épuisant, là, surtout à cause du voyagement. On a hâte d'avoir un petit break, mais souvent après une semaine, j'ai hâte que ça recommence. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots.
Est-ce que c'est difficile pour tes proches qui trouvent que Michael Ben, un a petit l'air peu, là, c'est sûr que impatient je ou a suis l'air pas, tanné, blasé? Ou non, des fois, ils me disent, t'as l'air dans ta tête, puis là, tu penses Ouais. à tes courses. Hein? Fait que là, c'est souvent ça. Des fois, je pense soit à ma prochaine course, soit à ma course qui vient d'arriver, mais j'imagine que tous les athlètes professionnels, On voit ça. quand on se donne à 100%, on est tous un peu dans le même mindset. Là. Quand tu fais une erreur en course, est-ce que c'est quelque chose que tu gardes longtemps, auquel Non, tu ben, vas je pense penser que ou tu dans notre l'oublies course, rapidement? ben, dans notre sport, ça dépend. Si c'est évidemment un accident, on va y repenser un peu de pourquoi c'est arrivé, puis ça peut nous rester dans la tête un petit peu, mais une erreur, plus ou moins, parce que si on fait une erreur dans une course, le prochain virage arrive vite, puis on reset vite, mais c'est sûr qu'un accident, on en a tout peut-être une fois par année ou 2 ans, un bon accident. Puis, ça peut rester un petit peu, là, mais il ne faut pas penser à ça. Bon. On va parler un peu de la santé, là, donc, ou du côté peut-être plus santé, bien-être ou médical là, de la carrière de pilote. D'abord, la base, tout ça, est-ce que je présume qu'il faut être en santé pour être un pilote? Est-ce que ça prend une licence médicale, des examens médicaux périodiques? Bon, on a des examens pour notre licence médicaux à faire à toutes les années. C'est pas quelque chose de... Ils vont nous faire un ECG, ils vont regarder... c'est vraiment les choses de base. Par contre, après, on est suivi avec des entraîneurs. Moi, j'ai un entraîneur à Québec qui me suit, puis évidemment, chaque pilote, on a notre façon de s'entraîner, mais on a quand même des choses qu'il faut respecter, là, que ce soit sur le cardio ou l'endurance musculaire. Nous autres, la base, c'est surtout le cardio, là, mais ce qu'on pourrait ignorer un peu en course automobile, là, mais des forgés aussi, fait que le cou, le haut du dos, mais ça vient de routine à un moment donné. Avez-vous des tests antidopage? Tests antidopage, on en a, donc c'est probablement la chose qu'il faut faire le plus attention. Là, OK. Mais j'essaie d'imaginer quelle drogue un pilote pourrait prendre. Pas besoin de stimulant, je veux dire. Donc, ce serait quoi? Non, mais c'est arrivé, il y a un pilote il y a quelques années qui justement a perdu sa licence pour 5 ans. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Là. Lui, il faisait de l'entraînement un peu musculaire aussi, fait que j'imagine qu'il avait pris peut-être du doping pour ça, mais comme tu peux voir, je ne m'y connais tellement pas en choses comme ça que... Est-ce qu'il faut que tu fasses attention aux médicaments, disons, qui sont en vente libre? Oui, ben c'est souvent, il y a certains médicaments qu'il faut faire attention. Décongestionnants, des choses comme ça? Oui, décongestionnants, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas prendre. Il y a aussi des fois, des médicaments pour le sommeil. Là. Attention à ce qu'on prend. Là. À un moment donné, c'était venu comme la mode un peu dans le paddock. Le monde pour voyager prenait du Xanax pour dormir. OK. Sauf que ça, c'est... Ça peut être testé. Oui, ça peut être testé. Parce que j'aurais tendance à penser que ça pourrait être bon de prendre des médicaments qui calment. Oui, évidemment. Plutôt qu'excités, là, tu sais, pour le stress, mais justement, c'est ça, on n'a pas le droit à rien. Mais moi, je suis comme chanceux, je n'ai pas de médication, j'ai rien. Bon. Alors, tu parlais d'entraînement tout à l'heure, donc c'est beaucoup de cardio. Ouais, ben quand j'essaie de faire du cardio à tous les jours, plus ou moins, ou mettons 5 à 6 jours semaine. Puis de l'entraînement en salle avec mon coach, il y a tout le temps, c'est tout un peu évidemment musculaire, mais avec du cardio. Fait que on va faire, mettons, 4 exercices de suite avec 1 minute de sprint sur le tapis roulant, ou au moins toujours garder le cardio dans l'entraînement. Mais le but, c'est pas de monter une masse musculaire. Là. Donc, non, mais c'est sûr que j'essaie d'en prendre un petit peu, mais moi, je suis tout le temps entre 152, 155, puis c'est pas mal le poids idéal. Fait que je ne pourrais pas commencer à faire de la masse musculaire pour prendre du poids. Là. En GT, est-ce que le poids a un impact sur la performance de la voiture? Si tu pesais 170 livres, disons, ou 6 mois, là, j'en pèse 180, 185. On a toujours des... ça revient un peu avec les forces moteurs de tantôt, mais on a des poids à respecter aussi, la voiture. Fait que, mais ça peut arriver sur certains week-ends que le poids de la voiture est assez bas, puis que la béquille peut être le pilote. Là, fait que c'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas avoir un poids trop élevé. Mais normalement, les pilotes, on est pas mal tout en dessous, entre 150, 100, mettons, 60 gros max. Ben, disons que parfois, on voit ce qu'on appellerait des gentleman drivers qui ont, moins la forme. Dans nos types de course, c'est ça. Il y a des pilotes, des fois amateurs, là, qui viennent des catégories pro, amateurs, c'est ça. C'est sûr qu'eux autres, ils font moins attention, mais en retour, c'est eux qui payent la facture. Fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que si, par exemple, si toi, tu arrives à une course dans la même voiture que le week-end dernier, tu arrives avec 5 livres de plus, parce que c'est après Noël. Est-ce que tu vas voir des différences au niveau de la performance ou ça on ne le sentira pas, mais normalement, dépendant des circuits, là, 10 kilos, c'est plus ou moins entre... sur certains circuits, c'est 2 dixièmes par tour. Quand même. Quand même. Ouais. OK. Puis... évidemment, en Formule 1, c'est encore pire. Là, il
Il cherche à gagner une demi-livre, des fois une livre. Et C'est ce qui peut faire la je petite pense que différence. j'avais déjà entendu, c'est pas David Coulthard, mais un autre pilote, un ancien de Red Bull, qui avait dit que finalement, il était content d'arrêter de faire de la F1 parce Ouais. qu'il allait pouvoir manger. Ouais, c'était Mark Webber qui avait dit ça parce que Exactement. lui, Mark Webber était un peu plus grand. Mm. Il avait plus de misère avec son poids, fait qu'il faisait Mm. attention. Ou, tu sais, il y a même Nico Rosberg, il y a quelques années, quand il avait battu Hamilton. Lui, son entraînement cardio, c'était beaucoup du vélo. Mhm. Évidemment, quand on fait du vélo, on prend beaucoup de cuisses. Puis il avait arrêté de faire du vélo, puis il avait perdu comme 2 livres. Puis il dit, ce petit 2 livres-là, il y a une qualification qui avait fini à comme 2-3 millièmes d'Hamilton. Fait qu'il dit, c'est Il mon 2 pensait que livres qui a c'était fait ça. la différence. Tu sais. Ouais. Des fois, c'est peut-être mental, là, C'est mais, psychologique un peu. mais tu sais, des fois, la course, on cherche les extrêmes un peu. Puis en termes de musculature, là, tu évoquais la force G tout à l'heure, donc plus le cou, le maintien Ouais, de la tête. nous, mettons, dans nos voitures, on monte jusqu'à 3 forgés environ. OK. Fait que c'est 3 fois le poids de ton corps qui te pousse latéral. Mhm. Fait que ça peut être, sur certaines pistes, ça peut être quand même difficile pour le cou. Là, c'est spécial, mais ça arrive des fois qu'on a la misère à se tenir la tête et on va s'accoter dans le siège. OK. Fait que j'ai comme un casque chez nous avec beaucoup de plomb. C'est des pesées de pneus d'auto OK. qui sont collés dessus. Fait que je fais des exercices avec ça. Ouais. OK. Puis en termes de, mettons, peser sur les freins, tout ça, est-ce que Ouais, sur les freins aussi, il faut mettre quand même une pression assez. les freins ne sont pas assistés juste pour... Non, c'est ça. Il n'y a, OK. y a pas de. On appelle ça un power brake, là, C'est mais ça. comme dans les voitures normales. Nous, on n'en a pas parce que c'est quand même difficile de moduler la pression de frein avec un Un frein assisté. là. un frein assisté comme on a dans les autos normales. Fait que nous autres, il faut mettre la pression au complet. Puis souvent, quand j'assis des gens dans l'auto, je leur dis tu sais, je leur montre qu'il y a comme une donnée sur l'écran qu'on peut avoir. Puis je comme pèse, mettons, à 100%, puis le monde, des fois, ils se rendent même pas. Fait que, Ah oui. parce que c'est pas leur auto non plus, mais c'est quand même. Donc, pour se pratiquer à peser sur les freins, tu vas avoir un exercice qui est vraiment fait pour ça, disons. Non, parce c'est que c'est une pas musculature, c'est vraiment faire ok. que ce soit des squats ou tu sais, quand je vais au gym aussi, on appelle ça un crawler, mais c'est comme un rack qu'on fait glisser sur un tapis synthétique avec des poids. Puis on va faire de ça, fait que ça fait du cardio et des jambes en même temps. Fait que OK. c'est beaucoup des choses de même qu'on fait. Unique Média, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unique est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site web à uniquemedia.ca, unikmedia.ca. L'alimentation? Bien, évidemment, j'ai comme des plans alimentaires que mon coach m'a déjà fait. Que maintenant, je sais un peu quoi manger pour me maintenir dans la zone que je veux. Fait que OK. évidemment, je fais attention à ce que je mange. Je mange bien, mais peut-être moins extrême que je l'ai déjà fait parce que OK. je sais un peu quoi manger, quand manger pour. Ben, j'ai déjà noté quand même que tu faisais attention quand on est au restaurant, souvent remplacer les frites par la salade. Ouais, c'est c'est niaiseux, mais c'est que si on va toutes les fois qu'on va au restaurant ou qu'on mange tout le temps des frites, ça fait on va perdre un dixième. un dixième ou fait que je faire attention puis s'assurer d'avoir plus d'énergie aussi possible. Est-ce qu'il y a une préparation psychologique avant une course? Avez-vous au niveau des équipes? J'imagine que ça dépend de la grosseur des équipes. Est-ce que ça, c'est un aspect qui est travaillé un peu? Vraiment, chaque pilote va avoir sa routine. Il y en a qui vont travailler plus sur le mental que d'autres. Moi, j'en fais pas nécessairement beaucoup, mais des entraînements mentaux qu'on va faire des fois, c'est mettons, un mur de lumière. Là, je sais pas si tu as déjà vu ça. Puis c'est, mettons, les lumières vont allumer soit rouge ou bleu. Puis, mettons, quand la lumière allume, puis il va y avoir peut-être 9 lumières, mettons. Mm-hmm. Puis quand la lumière allume, mettons, bleu, il faut que tu fermes avec ta main droite, rouge avec la main gauche. Et ça allume super vite. Fait que c'est pour travailler, mettons, les réflexes. Là. Fait que souvent, ils vont nous faire entraîner ça après, mettons, un sprint sur le tapis avec le cardio dans le tapis. Puis là, c'est un entraînement qu'on fait, surtout pour la concentration. Là. Mm-hmm.
Sinon, il y en a qui ont des psychologues sportifs, il y en a qui travaillent avec ça, mais moi, dans mon cas, C'est pas un besoin pour toi? j'en ai pas, non. En étant pilote pour Mercedes, est-ce que vous avez annuellement, disons, des entraînements de groupe ou des espèces de camps d'entraînement annuels? On a tout le temps une fois par année, au début de l'année, qu'on se rencontre les 10 pilotes. Puis chez Mercedes, fait qu'on a un meeting de début d'année, puis on fait tout le temps une ou deux journées d'entraînement en groupe. C'est un peu pour voir où on est, mais surtout pour le fun aussi, là. OK. Mais sinon, on habite pas mal toutes dans des villes différentes. On a tous des programmes de courses différents dans l'année, fait que c'est difficile de C'est s'entraîner difficile de ensemble. mettre tout le monde ensemble en même temps. Est-ce que les voyages en avion, tout ça, pour toi, est-ce que c'est un enjeu? Si tu es dans les avions 2 à 3 fois par mois, c'est quasiment? Ouais, là? c'est sûr que c'est beaucoup de voyagements. Le plus difficile, ça va être le décalage horaire, là, quand on a beaucoup de courses d'affilée dans des pays différents. Là, ça peut arriver. C'est comme là, je m'en vais au Japon dans une semaine, puis je reviens directement pour une course aux États-Unis. Fait que c'est en plus d'aller faire de la course qui est quand même demandant physiquement, ben, il y a le décalage, mais ça fait partie de la game. Ça fait partie. Tu parlais tout à l'heure là, de l'entraînement avec les petits voyants lumineux, puis on parlait de l'âge, peut-être de pouvoir piloter jusqu'à 40 ans. Est-ce que tu es capable de te comparer à ce que tu étais il y a 10 ans ou te trouves-tu moins vite, pareil, ou est-ce que l'expérience vient compenser peut-être pour certaines Ouais, lacunes? probablement plus d'expérience qu'avant sur situation, mettons, de départ ou quand être agressif, quand moins être agressif sur le circuit. On dit souvent que le pic d'un pilote automobile, c'est entre 30 et 35-37. Fait que je pense pas que Ça je suis en s'en pente vient. descendante. Là. Fait que je suis comme dans un bon timing. Puis évidemment, maintenant, en étant pilote Mercedes, je conduis toujours la même voiture, le même type de voiture, tout le temps Mercedes. Fait que ça aide aussi si on connaît bien la voiture, évidemment, nos performances sont mieux. OK. Donc, en GT, donc course d'endurance, ce week-end, c'était presque comme une course de F1, là, c'était 2h40. 2h40. Mais les courses de 24 heures, le plus grand enjeu, pour t'avoir déjà vu après les 24 heures de Spa, ça faisait pas pitié, mais pas loin, là, vous êtes épuisé, là, mais est-ce que le plus grand enjeu, c'est la fatigue mentale ou la fatigue physique ou ça devient... Je pense que c'est vraiment un mélange des deux. Souvent, on va dire que dans un 24 heures, la nuit, c'est le bout le plus difficile mentalement parce que, comme le 24 heures de Spa que tu étais venu voir, il n'y a pas de lumière sur le circuit, fait qu'il fait très noir. Il y a des lumières où la zone de départ est arrivée, puis où que les stands y sont, mais la piste est assez longue, c'est dans le noir, fait qu'il faut rester très concentré. On a l'impression que ça va plus vite. On dit souvent dans 24 heures, il faut passer la nuit, puis après la nuit, c'est là que la vraie course commence. Fait que là, mentalement, c'est très difficile, concentration. Le plus difficile après physiquement, c'est rendu le matin, on est comme fatigué. Évidemment, on a un peu de courbatures musculaires un peu partout, le cou, le dos, les jambes. Moi, dans un 24 heures, on a tout le temps des motorhomes pour dormir, mais j'arrive jamais à dormir parce que le maximum, pas le maximum, mais souvent, c'est des breaks de 4 heures qu'on va avoir. Mettons, dans ces 4 heures-là, en sortant, on a l'adrénaline au fond, fait qu'on ne serait pas capable d'aller se coucher. Souvent, on va prendre une douche, on va voir le physio, on mange un petit peu. Puis après, tout ça prend, mettons, 1 heure, 1 heure et quart. Ensuite, le pilote avant toi, quand lui, il reste 1 heure, il faut que tu sois prêt dans le garage. Fait que c'est pas vraiment un 4 heures que toi, c'est plus mettons un 2 heures. C'est ça. Vous roulez moins vite la nuit, j'imagine, un peu? Ou... Non, même des fois, c'est plus vite la nuit. Parce que oui? vu qu'il fait plus froid, les moteurs respirent plus. Puis, OK, parce que j'essaie d'imaginer Spa, là, pour les gens qui connaissent au rouge, ça, même il y a un virage qui, le jour, est difficile parce que vous perdez la piste de vue. Si je ne m'abuse, en haut de la courbe avant de tourner à gauche, la nuit. La nuit, c'est les premières fois que j'ai roulé de nuit, moi, en plus, c'était à Spa, fait que c'était assez difficile, je m'en rappelle très bien. Puis là, tout le monde, ceux qui avaient plus d'expérience, ils roulent vite. Puis, mais souvent, la nuit, la partie la plus rapide, ça va être le matin tôt, quand le soleil se lève. Là. Okay. C'est les conditions idéales, mais souvent, la nuit, c'est plus vite que le jour. OK. Puis, lorsqu'on tourne comme ça en rond pendant 1 heure, 1 heure et demie, est-ce qu'on peut tomber dans la lune ou c'est tout simplement impossible aux vitesses auxquelles vous allez? Là? Tomber fatigué et dans la lune, pas vraiment. OK. Mais ça peut arriver surtout dans les heures du matin, sans tomber dans la lune, qu'on va faire des petites plus des erreurs de concentration. OK. Des erreurs niaiseuses de concentration. C'est là que ça arrive, mais vraiment tomber dans la lune, c'est impossible. Parce que c'est certain que le jugement ne peut pas être pareil. Dans la littérature médicale, il y a des études sur l'acuité des chirurgiens, par exemple, après 24 heures sans dormir.
Puis il y a des études qui avaient démontré que le niveau de jugement et d'acuité était comparable à quelqu'un qui avait une alcoolémie de 0,1. Ouais. Donc au-dessus de la limite légale pour conduire. Donc probablement que Ouais, si non, on c'est faisait sûr que certains c'est- tests... Et ce qui peut arriver, moi, ça m'arrive quand même souvent aussi d'avoir, mettons, si on est fatigué, les yeux secs un peu, puis on s'en rend compte. Puis c'est sûr que la fatigue, ça frappe dans 24 heures, là, mais OK. c'est de vraiment de. Des erreurs de jugement, j'imagine que ça peut arriver. Comment gérer l'hydratation puis l'alimentation durant une course de Ben, 24 heures? Normalement, dans 24 heures, on a tout le temps, comme en Europe cette année, on avait un physio, mais qui est docteur aussi. Puis lui, ce qu'il faisait après chaque session, ben, il s'occupait mettons, d'avoir un smoothie pour nous autres avec des protéines. Il nous prenait toujours une goutte de sang, soit dans le doigt ou dans l'oreille, puis pour voir qu'est-ce qui nous manquait, que ce soit. Moi, je ne m'y connais pas beaucoup, là, mais il nous donnait les suppléments qu'il fallait prendre, quoi manger, quand manger. Évidemment, il faut boire le plus possible. Là. C'est ça. C'est surtout ça qui est. Puisqu'on perd. Le défaut des voitures GT, nous autres, c'est que les toits sont fermés, fait qu'il fait très chaud dans les autos. Là. Combien, disons, par exemple? Environ, le jour, c'est 60 degrés Celsius. Ça n'a aucun sens. Fait que, puis tout ce qu'il y a, c'est l'air de dehors qui rentre dans l'auto, mais c'est de l'air chaud. L'air est chaud, c'est ça. Fait que, La fait que des température- courses, justement, comme au Japon, dans une semaine, ça, c'est les pires, là, parce qu'il fait comme En 30, plein été, ça va 35, être... avec 90% d'humidité. L'humidité vient comme rendre ça encore plus difficile. Là. C'est quoi le plus grand piège, disons, dans une course d'endurance là, de 12 ou 24 heures, disons? Le plus grand piège, bien évidemment, c'est quand même difficile parce que, surtout en Europe, la façon que les règles sont faites, c'est qu'on appelle ça, c'est un 24 heures d'endurance, mais c'est rendu un sprint. Fait qu'il faut pousser au maximum tout le temps. Puis on veut pas perdre de temps. Fait qu'avec les retardataires, il faut tout le temps prendre des risques pour dépasser le plus vite possible. OK. Mais il faut quand même se garder une petite marge de manœuvre parce que si on s'accroche ou on endommage l'auto, puis on est pris que ça pendant 24 heures, fait que ça peut faire mal, mais c'est surtout ça. Là. C'est de gérer les risques dans le trafic. Là. Dis-moi, là, lorsque tu es sur... vous, ce sont des départs lancés, Ouais. donc il n'y a pas cette espèce de pause d'attendre le feu vert, là, mais dans la ligne droite, là, avant que ça commence, à quoi tu penses? Est-ce que tu penses toujours à la même chose ou tu penses juste à ta stratégie là que lui, Je pense qu'on. je vais passer lui par la gauche ou Ouais, je pense que déjà arrêté? on pense pas à grand-chose. Souvent, le moment qu'on est le plus stressé, c'est avant d'embarquer dans l'auto puis le début du tour de formation. OK. Puis à un moment donné, on vient vraiment dans notre bulle puis on oublie un peu ce qui se passe. Puis évidemment, un départ, c'est d'essayer d'avoir la meilleure réaction possible quand les feux tombent verts. OK. Mais on peut jamais planifier un départ parce qu'on sait jamais ce que les autres vont faire. Fait que la pire erreur qu'on peut faire, c'est se dire ben moi, au départ, je vais passer à tel endroit à l'intérieur. Puis, parce qu'on sait jamais les autres vont freiner où, vont prendre quoi comme trajectoire. Fait qu'il faut vraiment, d'un sens, improviser. Ouais. Puis, comment apprends-tu, mettons, un circuit? Tu vas le marcher la journée de la compétition ou c'est des supports informatiques? Ou, quand j'étais jeune, souvent, je faisais tous les circuits par la marche. J'ai quand même encore beaucoup de pilotes qui font ça ou aller faire un jogging. Évidemment, c'est souvent les mêmes circuits qu'on refait, fait qu'à un moment donné, on les connaît, mais autant que moi, à l'école, ça pouvait être long d'apprendre quelque chose que d'apprendre un nouveau circuit. Je fais un tour, puis OK. c'est des fois, juste pendant les essais. Oui, non, c'est ça. Fait que, de toute façon, les équipes nous envoient tout le temps des données avant, des vidéos caméra embarquées ou qu'on arrive sur des nouveaux circuits, surtout. Là. Mais sinon, ça s'apprend super vite. Parce que j'avais déjà lu ou entendu que parfois les pilotes aiment voir, parfois juste même l'état de l'asphalte dans un virage. C'est surtout pour ça, quand on marche un circuit, là, c'est surtout pas nécessairement pour voir le tracé, mais pour voir ces choses-là, que ce soit un vibreur plus haut ou l'asphalte qui maganait une place ou des choses de même. Michael, ça fait pas mal un grand tour. Mes balados se terminent tout le temps par une petite section baguette magique. Donc, même si on est au Wisconsin, on retourne au Québec, donc par magie. Puis, je te laisserai changer une chose dans le système de santé québécois aujourd'hui par un coup de baguette. Ce serait quoi? Probablement moins d'attente dans les hôpitaux. Je suis déjà allé pour une coupure que j'avais sur mon pouce. Je pense que j'ai attendu dans le milieu de la nuit, mais 7 heures pour avoir mes points de suture. T'aurais dû m'appeler. Ouais, la prochaine fois. Il était 4 heures du matin. J'étais dans un état un petit peu... Et dis-moi, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, pour prendre un verre ou faire un jogging... Ben, moi, mon idole, ça a été Michael Schumacher. Tu l'as déjà rencontré? J'ai déjà rencontré quand j'étais plus jeune, mais j'avais pas eu, mettons, une grande discussion avec lui. Fait que c'est quelqu'un avec qui j'aurais aimé m'asseoir puis parler de course automobile, évidemment, de comment
s'est rendu là. J'ai écouté beaucoup de documentaires, de films sur lui. Évidemment, aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas décédé, mais il est comme dans un état végétatif. Oui, c'est ça. Mais c'est pas mal la première personne qui me vient en tête. Mais pour toi, c'est le plus grand pilote de l'histoire? Ou Ben, je pense que c'est difficile de comparer les pilotes de différentes générations pour plusieurs raisons. Les voitures changent beaucoup. Dans le temps d'Ayrton Senna, il y avait beaucoup moins de courses qu'il y a aujourd'hui. Fait qu'évidemment, les pilotes d'aujourd'hui, comme Hamilton ou Verstappen, vont avoir peut-être ceux qui vont dominer plus de victoires à un certain moment dans leur carrière. Plus d'opportunités. Ils ont plus d'opportunités. Les saisons de F1, ça a déjà été de 15-16 courses. Maintenant, on parle de 24 courses. OK. C'est quasiment une dizaine de courses de plus dans l'année. Mais que ce soit Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton ou Max Verstappen, présentement, c'est évidemment des légendes du sport. Toi qui es pilote de course québécois, quand on parle de Gilles Villeneuve, du talent de Gilles Villeneuve, est-ce que quelque chose auquel tu t'étais déjà attardé ou c'est un pilote plus d'une autre génération? Non, j'ai regardé dernièrement, même ils ont fait un documentaire sur lui, ça s'appelle Villeneuve-Pironi, je pense. C'est le nom du documentaire, c'est très intéressant. Puis c'est fun de voir comment il était aussi. Là. C'était vraiment un pilote, dans le temps, c'était vraiment... il faisait pas les salaires des pilotes de F1 d'aujourd'hui. Ils vivaient quand même bien leur vie, là, mais c'était vraiment la passion. Lui, c'était le skidoo, oui, c'est ça. La Formule 1. Puis, mais évidemment, c'est une époque que j'ai pas pu suivre. Ben, toi, je pense qu'il est décédé avant ta naissance. Oui, je pense que oui. Puis même à Villeneuve, Jacques, son fils, qui a gagné en 97, ça, je l'ai pas vu non plus. J'ai commencé, selon moi, en 98 ou 99 à regarder la F1. C'est ça. Mais Gilles Villeneuve, pour les gens de notre génération, puis ceux qui sont plus vieux que moi, c'est la majorité des gens, beaucoup de gens vont se rappeler de l'endroit exact où ils étaient quand Gilles Villeneuve est décédé. Moi, je peux dire que j'étais sur la bulle Victoria à Montréal, dans la cuisine, la position dans la cuisine, adossé. Ça avait été un drame épouvantable. Ça fait partie... ça arrivait beaucoup plus souvent dans le temps qu'aujourd'hui. C'était très dangereux. Ça arrive encore, des fois, on peut voir ça à l'occasion. C'est rare, mais évidemment, des accidents dans son type, lui a été éjecté de la voiture parce que le banc est complètement sorti de l'auto. Ça peut arriver. C'est ça. Alors, Michael, merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.